L'aube grise se glissait par l'étroite fenêtre de la petite chambre dans l'aile des domestiques du manoir d'Ashworth, touchant le simple mobilier en bois d'une lumière pâle et hésitante. La pièce était à peine assez grande pour le lit étroit, la simple table de toilette et l'unique chaise qui contenait les quelques possessions d'Elinor. Une vie réduite à ce qui pouvait tenir dans l'espace accordé à une femme de chambre ou à une soubrette de cuisine. Lady Elinor Ashworth, duchesse de Gramont de nom seulement, ouvrit les yeux sur un autre matin d'exil, un autre jour à porter le poids d'un titre qui ne signifiait rien entre ces murs de pierre froide. Elle se leva sans un bruit, ses mouvements exercés dans leur silence, des années d'invisibilité lui ayant appris à ne déranger personne, à ne rien demander, à exister comme une ombre pourrait exister, présente mais ignorée. L'eau dans la cuvette était froide, comme toujours, et elle se lava le visage avec des mains qui avaient depuis longtemps cessé de trembler devant l'indignité de sa situation. 7 ans. 7 ans qu'elle vivait dans cette chambre, dormant sur ce matelas dur, se réveillant à la même lumière grise, filtrant à travers une vitre qui donnait sur les potagers plutôt que sur les vastes pelouses et les tonnelles de roses visibles depuis les grandes chambres de l'étage principal du manoir. Elle avait 17 ans lorsqu'elle était arrivée au manoir d'Ashworth en tant que jeune mariée, les dettes de son père transférées sur ses épaules comme un joug, sa main donnée au duc de Gramont en paiement de péchés qu'elle ne comprenait pas et de crimes qu'elle n'avait pas commis. Nathaniel Ashworth l'avait prise comme on prend possession d'un bien, froidement, efficacement, sans autre cérémonie que ce que la société exigeait. Il l'avait regardée le jour de leur mariage avec des yeux pareils à du givre hivernal, et elle avait su, même alors, aussi jeune et naïve qu'elle fût, qu'il ne l'aimerait jamais, qu'il ne la verrait jamais comme autre chose que la fille d'un homme qu'il méprisait. Les domestiques le savaient, bien sûr. Ils l'avaient toujours su. Elle le voyait dans les regards apitoyés des femmes de chambre qui la croisaient dans les couloirs, dans la courtoisie prudente des laquais qui ne savaient plus s'il fallait la traiter en duchesse ou en paria. Madame Davies, la gouvernante en chef, maintenait un respect scrupuleux en sa présence. Mais Éléanore avait appris depuis longtemps à lire le chagrin dans les yeux de la femme plus âgée. Le manoir lui-même semblait retenir son souffle autour d'elle, ses grandes salles et ses pièces élégantes, un monument à tout ce qui lui avait été refusé. Elle s'habilla, elle n'avait pas de femme de chambre, n'en ayant besoin d'aucune pour les simples robes grises qu'elle portait, et attacha ses cheveux sombres en un chignon soigné qu'elle réalisait sans avoir besoin d'un miroir. Son reflet lui était devenu étranger au fil des ans, et elle l'évitait quand elle le pouvait. À quoi bon voir la femme qu'elle était devenue, usée par la solitude et l'humiliation, jusqu'à devenir quelque chose de pâle, de silencieux et de presque invisible. Elle avait 24 ans maintenant, et se sentait vieille comme le monde. La jeune fille qui avait nourri de stupides rêves de gagner l'affection de son mari par la patience et la dévotion était morte lentement, jour après jour, dans cette petite chambre qui sentait le savon de soude et la résignation. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires d'où nous regardez-vous. Maintenant, commençons. Il y a 7 ans, Éléanore s'était tenue dans la chapelle du manoir d'Ashworth, vêtue d'une robe de soie ivoire qui avait appartenu à sa mère, la dentelle aux manches jaunies par le temps, mais toujours magnifique, sous la douce lumière filtrant à travers les vitraux qui dépeignaient des scènes de dévotion et de sacrifice. Combien approprié, penserait-elle plus tard, combien cruellement juste. Elle avait 17 ans, ses cheveux sombres entrelacés de fleurs d'oranger, ses mains tremblantes tenant un bouquet de roses blanches qui semblaient se moquer de l'occasion par leur pureté, leur promesse d'un amour qui ne fleurirait jamais dans le sol froid de cette union. Son père était mort depuis seulement 3 mois.
ses dettes révélées dans le chaos qui suivit son décès soudain, et Éléanore avait compris avec une clarté au-delà de son âge qu'elle était vendue pour satisfaire des obligations qu'elle n'avait pas contractées, pour payer des erreurs qu'elle n'avait pas commises. Mais elle avait été assez jeune, assez pleine d'espoir, assez folle pour croire que le mariage pourrait devenir quelque chose de réel, que la patience et la gentillesse pourraient adoucir le visage sévère du duc, qu'elle pourrait gagner une affection qui ne lui avait pas été offerte librement. Nathaniel Ashworth s'était tenu à ses côtés devant l'autel comme une statue sculptée dans le marbre, beau et froid et totalement distant, prononçant ses vœux d'une voix dénuée de chaleur, la regardant comme on regarderait une obligation malheureuse qui doit être endurée avec autant de dignité que possible. Le petit déjeuner de noces avait été un tourment de fausses félicitations et de regards apitoyés, l'élite de la société murmurant derrière les éventails à propos de l'arrangement que tout le monde comprenait, mais que personne ne nommerait à voix haute. La fille du baron ruiné, donnée en mariage pour régler des comptes, une transaction vêtue de soie blanche et de fleurs d'oranger. Cette nuit-là, Éléanore avait attendu dans les appartements préparés pour elle, vêtue d'une chemise de nuit de fine batiste, ses cheveux brossés et lâchés sur ses épaules, son cœur battant d'un mélange de peur et d'espoir désespéré que, d'une manière ou d'une autre, l'homme qui l'avait à peine regardée pendant leur mariage la verrait maintenant, trouverait quelque chose en elle digne d'être chéri. Lorsque Nathaniel était entré, encore habillé, son expression plus dure que la pierre, elle avait su, avant même qu'il ne parle, que ses espoirs n'étaient que cendres. « Vous êtes ici parce que votre père avait une dette. Rien de plus, avait-il dit, sa voix tranchant ses illusions avec une précision chirurgicale, chaque mot une lame qui taillait les rêves insensés qu'elle avait serrés contre sa poitrine. Vous aurez des appartements appropriés à votre rang, c'est-à-dire le rang d'une femme dont la famille a failli détruire la mienne par la trahison et la tromperie. Ne confondez pas ce mariage avec autre chose que ce qu'il est, un règlement de compte. » Elle n'avait pas compris alors, n'avait pas su de quelle trahison il parlait, quel crime son père était censé avoir commis au-delà du péché de mourir endetté, mais elle avait vu la haine dans les yeux de Nathaniel, froide et implacable, dirigée non pas précisément contre elle, mais contre ce qu'elle représentait, contre le sang qui coulait dans ses veines et le nom qu'elle avait porté avant de prendre le sien. Il l'avait laissée cette nuit-là sans un autre mot, et le lendemain matin, des domestiques avaient déplacé ses affaires dans la petite chambre de l'aile des serviteurs où elle passerait les 7 années suivantes à apprendre à se rendre invisible, à se mouvoir dans le manoir comme un fantôme hantant les lisières d'une vie qui aurait dû être la sienne, endurant la mort progressive de l'espoir et la naissance d'une résignation tranquille et digne qui était à la fois son armure et sa cage. Les journées d'Éléanore avaient pris un rythme de service discret, ces matinées consacrées à Lady Beatrice Ashworth, la tante âgée du duc qui occupait l'aile et du manoir, et qui, dès le début, avait traité Éléanore avec une gentillesse qui ressemblait à de l'eau dans un désert, soutenant en elle quelque chose qui aurait pu autrement se flétrir entièrement. Lady Béatrice avait 73 ans, l'esprit vif malgré son âge, ses yeux encore brillants d'intelligence et d'observation, et elle avait demandé la compagnie d'Éléanore quelques semaines après le mariage désastreux, sentant peut-être l'isolement de la jeune fille, ou désirant simplement une compagnie qui ne soit ni servile ni condescendante. Chaque matin à 10 heures, Éléanore frappait doucement à la porte du salon de Lady Béatrice, un espace rempli de la lumière de l'après-midi et meublé de fauteuils confortables recouverts de damas roses délavés, et la vieille dame levait les yeux de sa correspondance ou de sa broderie, avec un sourire qui ne manquait jamais de desserrer quelque chose de tendu dans la poitrine d'Éléanore. Elles lisaient ensemble, ou Éléanore lisait à voix haute, pendant que Lady Béatrice faisait passer son aiguille à travers le tissu,
et leurs conversations couvraient la littérature, la philosophie, l'actualité et l'histoire, des sujets qui révélaient l'étendue de l'éducation d'Eleanor et la vivacité de son esprit, des qualités qui étaient passées inaperçues et non valorisées au cours des 7 années de son mariage. Lady Béatrice avait une façon de poser des questions qui invitaient à la confidence sans l'exiger, des demandes douces sur le confort d'Éléanore, sa santé, son contentement, et bien qu'Éléanore ne se plaignît jamais directement, ne parlât jamais en mal du duc, ni ne détailla les humiliations de sa position, la vieille dame comprenait tout ce qui n'était pas dit, lisant la vérité dans les silences et les choix de mots prudents. « Vous avez un esprit remarquable, ma chère, » avait dit Lady Béatrice un après-midi, mettant de côté sa broderie pour étudier Eleanor avec des yeux qui en voyaient trop. « Vous méritez plus que ce que ces murs vous offrent. » Eleanor avait simplement souri, une petite courbe triste de ses lèvres, et avait changé de sujet avec une grâce exercée. Madame Davis, la gouvernante en chef, qui avait servi la famille Ashworth pendant 40 ans, maintenait une formalité respectueuse avec Eleanor, qui reconnaissait sa position impossible, ni maîtresse ni servante, ni famille ni personnel, existant dans un espace intermédiaire qui défiait toute catégorisation facile. Mais Eleanor avait appris à lire la sympathie dans la courtoisie prudente de la femme plus âgée, la façon dont elle s'assurait que la petite chambre d'Eleanor était toujours propre, que de l'eau chaude apparaissait le matin, que les robes grises qu'Eleanor portait étaient repassées et raccommodées sans qu'Eleanor ait à le demander. C'est grâce à ces petites gentillesses, à ces gestes de respect de Lady Béatrice et de Madame Davis, qu'Eleanor avait survécu aux années d'exil avec sa dignité intacte, bien qu'elle se demandât parfois si la dignité suffisait, si survivre était la même chose que vivre. Elle apercevait le duc de temps en temps, généralement de loin, traversant le hall d'entrée, alors qu'elle descendait l'escalier des domestiques, passant à cheval devant les fenêtres, alors qu'elle était assise avec Lady Béatrice, se tenant à l'entrée de la bibliothèque, alors qu'elle traversait le couloir au-delà. Il avait 32 ans maintenant, toujours d'une beauté douloureuse, avec ses cheveux sombres et ses traits sévères, toujours froid et distant comme l'hiver, toujours totalement inaccessible, et Éléanor s'était entraînée à ne pas le regarder directement, à ne pas s'interroger sur l'homme derrière l'extérieur glacial, à ne pas gaspiller d'émotions pour quelqu'un qui avait clairement fait savoir qu'elle était indigne de son attention et de son estime. La bibliothèque du manoir d'Ashworth était le sanctuaire d'Eleanor pendant les heures d'insomnie qui la visitaient plus fréquemment à mesure que les années accumulaient leur poids sur ses épaules, et en cette nuit de novembre particulière, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres et que le vent gémissait sous les combles comme une âme perdue cherchant un abri, elle avait abandonné son lit étroit dans l'aile des domestiques et s'était frayé un chemin à travers des couloirs obscurs jusqu'à la vaste pièce qui sentait le cuir. Le vieux papier et la légère douceur du tabac à pipe qui persistait après les visites occasionnelles du duc dans cet espace qu'ils avaient tous deux revendiqué mais jamais partagé. Elle ne portait que sa chemise de nuit, sous un peignoir de laine, ses cheveux sombres lâchés et tressés pour dormir, ses pieds silencieux dans des chaussons souples, alors qu'elle se déplaçait le long des étagères, cherchant quelque chose pour calmer ses pensées agitées, non pas les romans d'amour que Lady Béatrice lui imposait parfois avec des sourires pleins d'espoir, mais de la philosophie, Marc Aurèle peut-être, ou Boès, des voix du passé qui avaient connu la souffrance et y avaient trouvé un sens, qui avaient écrit sur l'acceptation et la sagesse face à des circonstances indépendantes de leur volonté. Elle venait de prendre un exemplaire usé des Pensées, sa reliure en cuir douce au toucher par l'âge et l'usage, quand elle entendit des pas dans le couloir au-delà, mesurés et masculins, et son cœur se serra avec la certitude qui vint trop tard pour permettre une fuite. Le duc approchait,
et elle était là en tenue de nuit, vulnérable et inconvenante, occupant un espace qu'elle n'avait aucune permission formelle d'utiliser, bien que personne ne lui eût jamais interdit l'accès à ces livres qui étaient son seul réconfort. Nathaniel entra, encore habillé malgré l'heure tardive, sa cravate desserrée et ses cheveux sombres en désordre, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises. Et il s'arrêta juste à l'entrée quand il la vit debout, figée près des étagères, comme une biche surprise par la lueur d'une torche, le livre serré contre sa poitrine, comme s'il pouvait lui servir d'armure contre son mécontentement. Pendant un long moment, aucun ne parla, le silence rompu seulement par la pluie contre les vitres et le crépitement des braises dans la cheminée qu'un domestique avait couverte des heures plus tôt, et Éléanore remarqua ce qu'elle n'avait pas vu de loin. Il semblait épuisé, des ombres sous ses yeux et de nouvelles rides encadrant sa bouche, comme si un fardeau s'était abattu sur lui et avait creusé des sillons sur son visage. « Votre grâce » réussit-elle finalement à dire, sa voix à peine plus qu'un murmure, et elle fit une révérence qui semblait absurde, étant donné sa tenue, mais qui était le seul bouclier que la bienséance lui offrait. Son regard se porta sur le livre dans ses mains, et quelque chose vacilla sur ses traits, la surprise, peut-être, ou la confusion. « Aurel » dit-il, sa voix plus rauque que dans son souvenir, dépourvue de sa précision froide habituelle. « Je n'aurais pas pensé. » Il ne termina pas sa phrase, mais Éléanore comprit ce qu'il n'avait pas pensé, qu'elle lirait de la philosophie, qu'elle possédait l'éducation ou le penchant pour des textes aussi sérieux, qu'elle était autre chose que l'obligation malheureuse qu'il avait épousée et congédiée. « Je trouve du réconfort dans sa sagesse, » dit-elle doucement, relevant le menton avec la dignité qu'elle pouvait rassembler debout devant lui en tenue de nuit, ses cheveux tombant sur une épaule, plus exposée qu'elle ne l'avait été en sa présence depuis cette terrible nuit de noces 7 ans auparavant. Il a compris que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, seulement la manière dont nous le supportons. Les mots restèrent en suspens entre eux, lourds de signification qu'elle n'avait pas voulu, mais ne pouvait rétracter, et l'expression de Nathaniel se transforma en quelque chose qu'elle ne put lire. De la gêne, peut-être, ou les premiers frémissements d'une émotion qu'il avait gardée enfermée si longtemps qu'il ne la reconnaissait plus lorsqu'elle s'agitait en lui. « Je ne voulais pas troubler votre solitude, votre grâce, » dit Éléanore, remettant soigneusement le livre sur son étagère, bien que tout en elle désirât le garder, le ramener dans sa petite chambre où elle pourrait se perdre dans la sagesse antique et oublier pour quelques heures l'humiliation du moment présent. « Je vous laisse à votre quiétude. » Elle se dirigea vers la porte, chaque pas exigeant un effort conscient pour maintenir son sang-froid, pour résister à l'envie de fuir comme la jeune fille effrayée qu'elle avait été, et en le dépassant, elle sentit l'odeur du whisky et quelque chose de plus sombre, de plus triste, l'odeur d'un homme en guerre avec lui-même. Elle fit une autre révérence sur le seuil et se glissa dans le couloir au-delà, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes, et derrière elle, Nathaniel se tenait seul dans la bibliothèque éclairée par le feu, fixant l'endroit où elle avait été, troublé par la rencontre de manière qu'il ne pouvait nommer et ne souhaitait pas examiner, le livre de philosophie stoïcienne sur l'étagère, semblant lui reprocher des échecs qu'il ne s'était jamais permis de reconnaître auparavant. Lord Philip Hartwick arriva au manoir d'Ashworth par un matin d'avril vif, alors que les jardins commençaient à peine à sortir du sommeil de l'hiver et que l'air portait la promesse du renouveau. Son arrivée fut annoncée par le cliquetis des sabots sur le gravier et l'agitation des domestiques se précipitant pour accueillir un invité dont la lignée et la fortune commandèrent le respect, même dans une maisonnée habituée à la noblesse. C'était un vicomte de 28 ans, beau d'une manière chaleureuse et accessible, qui contrastait vivement avec la sévérité austère du duc. Ses cheveux étaient blonds, là où ceux de Nathaniel étaient sombres, ses yeux bleus et ouverts, là où ceux du duc
était grise et fermée. Lorsqu'il fut présenté à Eleanor dans le salon où elle était assise avec Lady Béatrice à broder, il s'inclina sur sa main avec une courtoisie qui la frappa comme un choc physique par sa simple reconnaissance de son statut. « Votre grâce, dit-il, son sourire sincère et son attention entièrement concentrée sur son visage, comme si elle était quelqu'un digne d'être vu, digne d'être connu, digne de l'effort d'une adresse appropriée. » Eleanor sentit quelque chose de longtemps endormi s'agiter dans sa poitrine. Pas précisément de l'attirance, mais la conscience presque douloureuse d'avoir oublié ce que c'était que d'être traité comme une personne de valeur plutôt qu'une ombre gênante hantant les lisières de la vie de quelqu'un d'autre. Les autres invités, qui s'étaient réunis pour la réception, petite noblesse et riches marchands cherchant la faveur du duc, observèrent cet échange avec une confusion visible, leurs yeux allant de l'attention respectueuse de Philippe à la modeste robe grise et à l'expression incertaine d'Éléanore, essayant de concilier la déférence qu'il montrait avec le statut particulier qu'elle occupait dans la maison. Éléanore sentit leur examen minutieux comme la lumière du soleil après des années dans l'obscurité, à la fois réchauffant et exposant. Au cours des jours suivants, Philippe rechercha sa compagnie avec une persistance qui la déconcerta et l'effraya à parts égales, lui demandant son avis sur les livres discutés après le dîner, l'invitant à se promener avec lui dans les jardins où les premières fleurs s'épanouissaient en touches de couleurs provocantes, l'engageant dans des conversations sur la poésie, la philosophie et l'actualité, comme si ses pensées comptaient, comme si elle possédait une intelligence digne d'être consultée et des perspectives dignes d'être considérées. Elle se surprit à répondre malgré sa prudence, les mots coulant plus librement qu'il ne l'avait fait depuis des années, son esprit s'éveillant au plaisir de l'échange intellectuel, et elle se surprit presque à sourire lors de leur troisième promenade ensemble, quand il fit une observation sur la poésie de Wordsworth, qui articulait parfaitement quelque chose qu'elle avait ressenti, mais jamais exprimé. Des fenêtres de son bureau, Nathaniel observait ses promenades dans le jardin avec un malaise qui devenait plus aigu chaque fois qu'il était témoin de l'animation hésitante d'Éléanore en présence de Philippe, la façon dont elle inclinait la tête en l'écoutant parler, le quasi-sourire qui adoucissait des traits que Nathaniel n'avait jamais vus qu'arrangés dans une neutralité prudente ou une résignation silencieuse. Il se disait que son irritation provenait de son souci des convenances, de l'apparence de sa femme se promenant sans chaperon avec un autre homme. Mais la vérité se tortillait sous ses justifications comme quelque chose de vivant et de dérangeant. Il regardait Éléanore commencer à s'épanouir sous l'attention d'un autre homme, la voyant devenir visible d'une manière qu'elle n'avait jamais été pour lui, et cette vue se logeait dans sa poitrine comme une épine qu'il ne pouvait ni extraire ni ignorer, pressant contre quelque chose qu'il avait cru mort depuis longtemps, et découvrant que peut-être il s'était trompé sur ce qui gisait enterré dans le sol gelé de son propre cœur. Les semaines passèrent avec la lenteur particulière qui accompagne les changements fondamentaux dans le paysage d'une vie. La brève visite prévue de Philippe s'étendit sur un mois, puis au-delà, sa présence au manoir d'Ashworth devenant aussi familière que le soleil du matin, qui semblait maintenant briller plus fort à travers des fenêtres qui n'avaient longtemps laissé entrer qu'une lumière grise. Éléanore se surprit à attendre leur promenade quotidienne dans le jardin avec une anticipation qui l'effrayait et l'exaltait à la fois, cette petite rébellion contre le néant que son existence était devenue. Il parlait de littérature avec la passion de vrais dévots, débattant des mérites des poètes romantiques par rapport à la certitude structurée des Augustans. Philippe écoutait ses observations sur le mysticisme de Blake et les visions hantées par l'opium de Coleridge avec une attention qui la faisait se sentir vue d'une manière qu'elle avait oublié être possible, ces questions faisant émerger des pensées qu'elle avait nourries en silence pendant si longtemps
qu'elles étaient devenues sauvages et étranges dans l'obscurité de son isolement. Lorsqu'elle fit un lien particulièrement perspicace entre l'athéisme de Shelley et sa politique révolutionnaire, Philippe rit d'un plaisir sincère, non pas de moquerie, mais de la joie partagée de la découverte intellectuelle, et le son résonna à travers la roseraie où il marchait, atteignant les fenêtres du bureau où Nathaniel essayait de revoir les registres du domaine et voyait son attention attirée encore et encore par la scène en contrebas. Sa plume faisant des erreurs qu'il devait rayer et corriger, sa mâchoire serrée par une irritation qu'il refusait de nommer. Les domestiques chuchotaient entre eux avec un espoir prudent, Madame Davis faisant remarquer au majordome que peut-être la gentillesse de Lord Hartwick rappellerait à certaines personnes leur devoir chrétien envers la dame de la maison. Même Lady Béatrice observait l'amitié naissante avec des yeux qui contenaient à la fois satisfaction et tristesse, comprenant que Philippe offrait à Éléonore une évasion d'une prison dont les barreaux avaient été forgés dans une cruauté déguisée en justice. Éléonore découvrit au cours de ces semaines qu'elle se souvenait comment rire, le mécanisme rouillé de la joie reprenant vie lorsque Philippe racontait des histoires amusantes de ses voyages en Italie et de ses tentatives désastreuses pour apprendre les dialectes locaux. Elle se surprit à anticiper leur conversation de l'après-midi avec une impatience qui rendait ses heures matinales dans sa petite chambre plus longues et plus grises par contraste, le poids de son isolement se faisant plus lourd maintenant qu'elle avait goûté à ce que pourrait être la liberté. La disposition de Nathaniel devint de plus en plus volatile à l'arrivée de mai avec son abondance de fleurs et de chants d'oiseaux. Ses instructions au personnel de la maison devinrent sèches au point d'être impolies. Sa tolérance pour la moindre petite imperfection s'évaporant en réprimandes sévères qui laissaient les femmes de chambre en larmes et les laquais échangeant des regards inquiets. Il passait de plus longues heures dans son bureau à boire du whisky et à fixer des documents qu'il ne parvenait pas à lire, les mots se brouillant devant des yeux qui ne cessaient de dériver vers les fenêtres et les jardins au-delà. C'est par un après-midi particulièrement chaud, lorsque le chèvrefeuille embaumait l'air de sa douceur enivrante, que Nathaniel se tint à ses fenêtres et regarda Philippe dire quelque chose qui fit sourire Éléonore. Un vrai sourire, son visage se transformant avec un tel éclat que Nathaniel sentit son souffle se couper, et la prise de conscience le frappa avec la force de l'eau glacée. Il ne l'avait jamais vu sourire auparavant. Pas une seule fois en 7 ans. Il avait vécu avec cette femme sous son toit et ne connaissait rien de sa joie parce qu'il ne lui avait jamais donné la moindre raison de la ressentir. La fissure qui s'ouvrit dans son armure d'indifférence, à ce moment-là, était petite, à peine perceptible même pour lui-même, mais elle suffit à laisser entrer le premier murmure froid de quelque chose qui aurait pu être du regret, de la reconnaissance, ou le début de la terrible compréhension qu'il avait détruit quelque chose de précieux dont il n'avait jamais pris la peine d'évaluer la valeur. Debout là, la main pressée contre la vitre, comme s'il pouvait la traverser pour toucher ce qui lui échappait déjà, Nathaniel Ashworth sentit pour la première fois la possibilité qu'il se soit trompé, que sa droiture n'ait été que cruauté vêtue des robes d'une vengeance justifiée, et cette pensée le terrifia d'une manière qu'il ne pouvait encore reconnaître, mais ne pouvait plus entièrement nier. Lady Béatrice trouva Nathaniel dans son bureau 3 jours après avoir observé Éléonore et Philippe marchant dans le jardin, leurs têtes penchées l'une vers l'autre en conversation, la lumière de l'après-midi les dorant tous deux d'une manière qui parlait d'avenir et de possibilités. Elle entra sans frapper, car elle avait changé ses langes quand il était nourrisson et l'avait tenu dans ses bras à la mort de sa mère, et s'arrogeait donc le privilège de lui dire des vérités qu'il ne souhaitait pas entendre. « C'est ta femme, Nathaniel, » dit Béatrice sans préambule. Sa voix portait l'acier que l'âge et l'éducation aristocratique peuvent forger en une lame incassable. Nathaniel leva les yeux des papiers qu'il feignait de lire
avec une expression qui commença par de l'irritation et se mua rapidement en quelque chose de plus gardé lorsqu'il reconnut la fermeté de la mâchoire de sa tante. Quel crime a-t-elle commis pour mériter 7 ans d'exil dans cette misérable chambre, pendant que tu brandis ta droiture comme une bannière et punis une femme innocente pour des péchés qui n'ont jamais été les siens? Les mots frappèrent comme des coups, et Nathaniel se leva de sa chaise avec une violence qui la fit grincer contre le sol, sa propre colère montant pour rencontrer la sienne, car la fureur était plus facile que l'alternative, plus facile que d'examiner les fondations sur lesquelles il avait bâti 7 ans de cruauté justifiée. « Son père a conspiré contre cette maison, » dit-il, les mots sortant avec la force d'une conviction longuement répétée. « Il a vendu des informations à mes ennemis, qui ont failli détruire le nom des Ashworth, qui nous ont coûté une fortune en frais juridiques et en investissements perdus, ainsi que le respect de la moitié de la pairie. Et quand ces complots se sont effondrés, il a offert sa fille en paiement, comme si elle était du bétail à troquer. Je l'ai prise parce que la dette était due, mais je ne prétendrai pas qu'elle est autre chose que ce qu'elle est, la fille d'un traître et d'un intrigant. » Béatrice le regarda avec des yeux qui avaient été témoins de 8 décennies de folie humaine et trouvait sa version particulière à la fois prévisible et décevante. Ces mots suivants tombèrent dans l'espace entre eux comme des pierres dans une eau calme, créant des ondulations qui s'étendraient plus loin qu'aucun d'eux ne pouvait le voir à ce moment-là. Son père est mort, Nathaniel. Sa mère est morte. Elle n'a personne en ce monde, aucune famille pour l'abriter, aucune fortune pour la soutenir, rien que la pitié d'un mari qui ne lui en a montré aucune. Et quoi qu'ils aient fait, quels que soient les complots qu'ils aient perpétrés, elle était une enfant, 17 ans, innocente de leurs machinations, coupable de rien d'autre que de porter leur nom. Elle s'approcha de son bureau, sa main agrippant sa canne avec une force qui trahissait une émotion que son éducation aristocratique dissimulait habituellement. Tu l'as punie pendant 7 ans pour des crimes qu'elle n'a pas commis. Tu as pris une jeune fille effrayée et tu as brisé son esprit systématiquement et délibérément. Et maintenant, un autre homme lui montre la moindre gentillesse et elle s'épanouit comme une fleur gardée trop longtemps dans l'obscurité. Qu'est-ce que cela fait de toi, mon neveu? Qu'est-ce que cela fait de toi? Elle partit avant qu'il ne puisse formuler une réponse, la porte se refermant derrière elle avec une finalité qui résonna dans le silence soudain. Nathaniel resta seul dans son bureau, les mains appuyées sur son bureau, sa respiration sifflant à ses oreilles. Les fondations de sa droiture se fissurant sous le poids d'une question qu'il ne s'était jamais permis de se poser. Et s'il s'était trompé? La pensée était une petite graine plantée dans un sol empoisonné, mais les graines ont une façon de pousser même dans les terrains les plus inhospitaliers. Alors que la lumière de l'après-midi s'estompait et que les ombres s'allongeaient sur le sol de son bureau, Nathaniel Ashworth sentit les premiers tremblements de doute ébranler l'édifice de certitude qu'il avait construit autour de sa cruauté. La sensation était plus terrifiante que n'importe quel ennemi qu'il avait jamais affronté, car elle venait de l'intérieur, de la possibilité qu'il soit devenu le méchant d'une histoire où il s'était toujours présenté comme le vengeur juste. La femme qui dormait dans les quartiers des domestiques n'était pas la criminelle, mais la victime, et il n'était pas son juge, mais son geôlier. Et les 7 années de sa souffrance n'étaient pas justice, mais seulement une cruauté revêtue du costume de la supériorité morale. Le gala d'été au manoir d'Ashworth était prévu depuis des mois, une obligation de leur position sociale qui exigeait le rassemblement des familles voisines et des membres éminents de la pairie. Eleanor s'attendait à jouer son rôle habituel de quasi-invisibilité, assistant peut-être Lady Béatrice avec les invités plus âgés, pendant que les plus jeunes dansaient et flirtaient dans la salle de bal où elle n'était jamais entrée autrement que comme une ombre.
Mais la présence de Philippe avait modifié la trajectoire de la soirée d'une manière qui se propagea parmi l'assemblée comme une pierre jetée dans une eau calme, créant des vagues qui ne pouvaient être ignorées. Il était arrivé dans sa petite chambre de l'aile des domestiques 1 heure avant le début des festivités. Une violation choquante des convenances qui plongea Madame Davies dans une confusion agitée, et lui avait présenté une robe de soie vert émeraude profond qu'il prétendait que sa sœur avait laissée derrière elle, mais qu'Éléanore soupçonnait qu'il avait commandée spécialement pour elle, la coupe et les mesures étant trop parfaites pour être une coïncidence. Lorsqu'elle descendit l'escalier dans cette robe, ses cheveux coiffés convenablement pour la première fois depuis des années, elle entendit le souffle collectif des domestiques assemblés et sentit le poids de leurs regards pleins d'espoir comme une bénédiction. Philippe prit sa main dès qu'elle entra dans le salon où les invités se rassemblaient avant le dîner, lui offrant son bras avec une révérence courtoise qui rendait explicite ce que tout le monde avait murmuré, mais que personne n'avait osé reconnaître ouvertement, qu'il la considérait comme la duchesse qu'elle était censée être, non l'exilée qu'on l'avait forcée à endurer. Lorsqu'il la conduisit au milieu de la compagnie en disant « Puis-je vous présenter la duchesse de Grémont, dont l'intelligence et la grâce ont fait de ma visite prolongée le point culminant de ma saison ?» Les invités assemblés n'eurent d'autre choix que de suivre son exemple. Les femmes offrirent des révérences qu'elles n'avaient jamais pris la peine de faire auparavant, les hommes s'inclinant avec un respect qui semblait à la fois tardif et déconcertant. Éléanore se déplaça tout au long de la soirée dans un état d'émerveillement prudent, répondant à des questions sur ses opinions sur la littérature et la musique actuelle, discutant des mérites de divers mouvements artistiques avec un gentleman qui écoutait réellement ses réponses. Elle se sentit s'épanouir comme une fleur qui avait été pressée à plat dans un livre et soudainement libérée pour se souvenir de sa forme naturelle. Son rire venait plus facilement tandis que Philippe restait à ses côtés, son attention et son estime lui conférant une légitimité que 7 ans de mariage n'avaient jamais fournie. De l'autre côté de la salle de bal, Nathaniel observait cette transformation avec des sentiments qui s'agitaient dans sa poitrine comme une tempête qu'il ne pouvait ni nommer ni contrôler, voyant Éléanore sourire, converser et briller d'un éclat qu'il avait passé 7 ans à s'assurer qu'elle ne pourrait jamais afficher. La prise de conscience qu'il perdait quelque chose qu'il n'avait jamais valorisé, jusqu'au moment où cela lui échappait, le remplit d'une fureur possessive qui le poussa finalement à traverser la pièce jusqu'à l'endroit où Éléanore se tenait, parlant avec Philippe et une comtesse âgée des poètes laquistes. « Éléanore, je dois vous parler, » dit-il, sa voix portant l'autorité ducale qui avait toujours commandé une obéissance immédiate. L'utilisation de son prénom, la première fois qu'il le prononçait depuis peut-être 3 ans, la fit se tourner vers lui avec une surprise qui se mua rapidement en méfiance, la lumière dans ses yeux s'éteignant comme si une bougie avait été cachée. Lorsqu'elle s'excusa auprès du groupe et le suivit jusqu'à la bibliothèque, il ferma la porte derrière eux et lui fit face dans un espace qui semblait à la fois trop grand et étouffant. Les mots qui sortirent ne furent pas le discours raisonné qu'il avait prévu, mais plutôt une accusation née d'une jalousie qu'il ne pouvait reconnaître. « Vous oubliez votre rang et votre position, madame, en vous pavanant dans des toilettes d'emprunt et en acceptant les attentions d'un homme qui n'est pas votre mari. » Et Éléanore, qui avait enduré 7 ans bien pire que cela, se redressa avec une dignité qui l'aurait fait rougir de honte s'il en avait été capable à ce moment-là, et répondit d'une voix pareille à du givre sur de l'acier. « Je n'oublie rien, votre grâce, et surtout pas que vous avez clairement indiqué que je ne suis votre femme que de nom, une punition que vous infligez plutôt qu'une partenaire que vous estimez. Et si Lord Hartwick me traite avec le respect que vous m'avez refusé, je l'accepterai avec gratitude, car c'est la première gentillesse que j'ai connue en 7 ans, et vous avez perdu tout droit de vous opposer
à la manière dont je la reçois. Philippe trouva Éléanore dans la roseraie 2 jours après la confrontation dans la bibliothèque, la brume matinale s'accrochant encore aux haies comme des linceuls. Il portait en lui la gravité d'un homme qui avait pris une décision qui allait changer le cours de plusieurs vies. Son beau visage était empreint d'une détermination qui parlait à la fois de courage et de compassion. Quand Éléanore vit son expression, elle sut avant qu'il ne parle ce qu'il était venu dire, le sentit dans la qualité de l'air entre eux, le passage de la compagnie facile de l'amitié à quelque chose de lourd de conséquences et de choix irréversibles. « Éléanore, commença-t-il, prenant sa main avec une douceur qui lui fit monter les larmes aux yeux, je ne peux plus rester là à vous regarder souffrir dans un mariage qui n'en est pas un, à vous voir vous flétrir dans l'ombre alors que vous devriez être au soleil. J'ai consulté mes avocats sur la possibilité d'une annulation. Le mariage n'a jamais été consommé. Vous avez des témoins de la nature particulière de cet arrangement, et avec les bons arguments devant les tribunaux ecclésiastiques, vous pourriez être libre d'ici 1 an, peut-être moins. » Il fit une pause, son pouce caressant ses phalangées avec une intimité qui était à la fois réconfortante et terrifiante dans ses implications. « Vous méritez le bonheur, Éléanore. Vous méritez d'être aimée, chérie, traitée avec le respect et la tendresse qui devrait être le lot de toute épouse. Et si vous me le permettez, je serais honoré de vous offrir cette vie, de vous épouser convenablement une fois que vous serez libre, de vous donner le foyer, la famille et le partenariat qui vous ont été refusés pendant 7 interminables années. » La proposition flottait entre eux comme une bouée de sauvetage lancée à une femme qui se noie. Une évasion de la prison qu'était devenue le manoir d'Ashworth, la chance de construire une vie avec un homme qui la voyait, la valorisait, ne la reléguerait jamais dans les quartiers d'une domestique, ni ne traiterait son existence comme une punition pour des péchés qu'elle n'avait pas commis. Éléanore sentit la tentation l'attirer comme une marée, forte, insistante, et promettant le salut d'une souffrance qui était devenue si familière qu'elle se souvenait à peine de ce que pouvait être la vie sans elle. Cette nuit-là, elle était allongée dans sa petite chambre au lit étroit et aux murs nus, l'espace qui avait été son exil pendant 7 ans, et laissa son esprit voyager dans le temps jusqu'à la jeune fille qu'elle avait été à 17 ans. Arrivant à ce manoir avec de stupides espoirs que la gentillesse et la patience pourraient lui valoir l'affection de son mari, qu'elle pourrait transformer un mariage d'obligation en quelque chose qui ressemblerait à un partenariat, que la froideur dans ses yeux pourrait fondre si elle se montrait digne. Elle se souvint de la destruction systématique de ses espoirs, de la compréhension progressive qu'elle n'était pas une épouse, mais une prisonnière, pas une duchesse, mais un fantôme hantant des couloirs où elle n'avait pas le droit d'exister. La femme qu'elle était devenue au cours de ces années était plus forte que cette jeune fille pleine d'espoir, oui, trempée par la souffrance en quelque chose de résistant et d'incassable, mais aussi si fatiguée, usée par le poids quotidien de l'invisibilité et de l'humiliation, et par la cruauté particulière de vivre aux côtés d'un homme qui la traitait comme si elle n'existait pas, sauf comme un rappel de dettes et de griefs qui n'avaient jamais été les siens. Alors que l'aube se levait sur le manoir, peignant sa petite fenêtre d'une lumière d'or pâle, Éléanore prit sa décision avec la clarté qui vient de ceux qui ont trop enduré pendant trop longtemps. Elle se leva de son lit avec un sentiment de détermination qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, ses mains stables tandis qu'elle s'habillait, son reflet dans le petit miroir montrant une femme qui s'était enfin choisie elle-même plutôt que la souffrance. Elle sut avec une certitude absolue qu'elle demanderait une annulation à Nathaniel, qu'elle accepterait l'offre de liberté de Philippe et la possibilité du bonheur, car elle avait assez payé pour les péchés de son père, avait purgé assez de temps dans une prison créée par son mari. Et s'il y avait une chance, aussi petite, aussi incertaine soit-elle, de vivre une vie
où elle serait valorisée plutôt que punie, vue plutôt qu'effacée, aimée plutôt que simplement tolérée comme une obligation gênante, alors elle saisirait cette chance à deux mains et ne regarderait jamais en arrière les années qu'elle avait perdues à cause d'un homme qui ne l'avait jamais voulu, sauf comme un réceptacle pour sa droiture et sa rage. Eleanor demanda une audience avec le duc par les canaux formels qui régissaient leur arrangement distant, envoyant un message par l'intermédiaire de son secrétaire pour l'informer qu'elle avait besoin d'une réunion privée sur une question de la plus haute importance. La formalité même de la demande semblait transmettre la gravité de ce qui allait suivre, si bien que lorsqu'elle entra dans son bureau à l'heure convenue, le dos droit et les mains jointes, avec un calme délibéré, Nathaniel se tenait derrière son immense bureau en acajou, avec une expression qui suggérait qu'il savait déjà que cette conversation allait modifier le fragile équilibre qu'ils avaient maintenu pendant 7 ans, bien qu'il ne comprît peut-être pas encore à quel point. « Votre grâce, commença-t-elle, sa voix stable malgré les battements de son cœur contre ses côtes, je suis venu demander que vous sollicitiez une annulation de notre mariage, car l'union n'a jamais été consommée et n'existe que de nom, une fiction juridique qui a servi le but que vous exigiez, mais qu'il m'est devenu intenable de continuer à supporter. Je crois que les tribunaux ecclésiastiques trouveront amplement de motifs pour dissoudre ce qui n'a jamais été un mariage, sauf dans le sens le plus technique du terme. » Les mots tombèrent dans la pièce comme des pierres dans une eau calme, et elle regarda le choc s'inscrire sur le visage de Nathaniel, la couleur quittant ses traits, comme si elle l'avait frappé physiquement, plutôt que de simplement énoncer une vérité qu'il ne s'était jamais attendu à entendre. Pendant un long moment, il la fixa simplement, comme si elle s'était transformée en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas, ce qui était peut-être le cas. L'épouse soumise qu'il avait dressée par 7 ans de négligence se tenait soudain devant lui avec une volonté et une détermination qu'il ne lui avait jamais imaginées. « Absolument pas, » dit-il finalement, sa voix portant la certitude autocratique d'un homme habitué à une obéissance immédiate, ses mains agrippant le bord de son bureau jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Le scandale seul serait ruineux, les commérages détruiraient nos 2 réputations, et l'honneur de la famille ne peut supporter une reconnaissance aussi publique de la particularité de notre arrangement. Je l'interdis, Eleanor, et c'est la fin de cette discussion. Mais Eleanor n'avait pas enduré 7 ans d'exil pour être renvoyée si facilement, n'avait pas passé des nuits blanches à peser ses choix pour abandonner au premier refus. Elle releva le menton avec une dignité qui aurait fait la fierté de Lady Béatrice et dit, avec un calme qui portait en quelque sorte plus de force que des cris, « J'ai enduré 7 ans de scandale en tant que votre femme de nom, votre grâce, vivant dans les quartiers des domestiques pendant que les invités chuchotaient et que la société spéculait sur le crime que j'avais dû commettre pour mériter un tel traitement. Je préfère affronter les commérages qui découleront de la fin de cette farce, plutôt que de continuer à être votre fantôme, invisible et ignoré, une punition que vous infligez plutôt qu'une partenaire que vous estimez. Lord Hartwick m'a offert la possibilité d'un véritable mariage, une vie où je pourrais être vu, valorisé et traité avec le respect élémentaire qui devrait être le lot de toute épouse. Et je ne resterai pas dans cette prison que vous avez créée alors que la liberté se présente à moi. » Elle vit quelque chose changer dans son expression pendant qu'elle parlait, vit le moment où ces mots pénétrèrent ses suppositions et où il comprit, vraiment comprit, qu'elle ne demandait pas la permission mais l'informait de son intention. La femme qu'il avait reléguée aux marges de sa maison pendant 7 ans était prête à renoncer au titre, à la position et à la sécurité auxquelles la plupart des femmes s'accrocheraient désespérément, choisiraient l'incertitude et la censure sociale plutôt que la cruauté particulière de leur arrangement. Et à cet instant,
Nathaniel sentit la première terrible emprise de la panique en réalisant qu'il était sur le point de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais valorisé jusqu'à l'instant où cela lui échappait. Eleanor fit une révérence avec la forme parfaite qu'on lui avait enseignée dans sa jeunesse, se retourna avec une grâce sans hâte et sortit de son bureau la tête haute, le laissant seul au milieu de ses livres, de ses registres et du silence soudainement suffocant d'un homme qui venait d'entrevoir les conséquences de 7 ans de cruauté désinvolte. Le son de la porte, se refermant derrière elle, résonna dans la pièce comme la note finale d'un requiem pour un mariage qui n'avait jamais vraiment vécu. Nathaniel se tenait seul dans ses appartements alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le tapis persan. Le silence qui lui avait semblé une compagnie pendant 7 ans pesait maintenant sur lui comme une accusation, le forçant à affronter des vérités qu'il avait soigneusement évité d'examiner de trop près. Il se versa un brandy avec des mains qui tremblaient légèrement, le but sans le goûter, puis se resservit, cherchant un engourdissement qui refusait de venir car les mots d'Eleanor résonnaient dans son esprit avec une clarté implacable. Je préfère l'affronter en tant que véritable épouse de Philippe, plutôt que de continuer à être votre fantôme. Et la prise de conscience qu'elle partirait réellement, qu'elle choisirait l'incertitude et la censure sociale plutôt que de rester sa femme, le frappa avec la force d'un coup physique à un endroit qu'il ne savait pas vulnérable. Il s'enfonça dans le fauteuil en cuir près du feu et laissa son esprit remonter le temps jusqu'à la source de sa haine, au grief soigneusement entretenu qui avait justifié 7 ans de cruauté. Lord Pemberton, le père d'Eleanor, avait conspiré avec les ennemis politiques du duc pour détruire le nom des Ashworth, avait divulgué des documents sensibles qui avaient failli coûter à Nathaniel sa position à la cour, sa réputation, tout ce que sa famille avait construit sur des générations. Et lorsque les dettes de jeu de Pemberton étaient devenues si énormes que la faillite menaçait, Nathaniel avait vu une justice divine dans l'opportunité d'exiger le paiement sous la forme de la fille de son ennemi, de faire en sorte que cet homme regarde son enfant être réduite au statut de servante en paiement de sa trahison. Un rappel vivant de conséquences inéluctables. Mais les mots de Lady Béatrice le hantaient maintenant avec leur vérité simple et dévastatrice. Elle était une enfant, innocente de leur complot. Eleanor avait 17 ans lorsque son père avait signé le contrat de mariage, une jeune fille qui n'avait aucune connaissance des machinations politiques ou des vengeances d'adultes, qui était arrivée au manoir d'Ashworth avec de l'espoir dans les yeux malgré les circonstances. Il avait regardé cet espoir et n'y avait vu que le visage de son père, avait projeté sur ses épaules innocentes toute la rage et la trahison qu'il ressentait envers un homme qui était hors de sa portée. Il avait passé 7 ans à la punir pour des péchés qu'elle n'avait jamais commis. Détruisant la vie d'une jeune femme pour satisfaire son besoin de vengeance contre un fantôme. La culpabilité qui monta alors en lui était comme de la bile, brûlante et amère. Nathaniel se retrouva debout, sans décision consciente, arpentant ses appartements comme un animal en cage, poussé par une agitation entièrement nouvelle, un besoin de comprendre ce qu'il avait fait, qui il avait puni si implacablement. Il sonna son valet avec une soudaine détermination, posa des questions qu'il n'avait jamais pensé à poser auparavant. Quel était le caractère d'Eleanor parmi les domestiques? Comment passait-elle ses journées? Que pensaient ceux qui la connaissaient de la femme qu'il avait réduite à un fantôme dans sa propre maison? Les réponses vinrent lentement, prudemment, les domestiques ne sachant pas si l'honnêteté serait punie. Mais peu à peu, une image émergea d'une femme d'une grâce et d'une dignité extraordinaires, qui traitait tout le monde avec gentillesse, quel que soit leur rang, qui lisait de la philosophie et de la poésie en plusieurs langues, qui était devenue une compagne bien-aimée de Lady Béatrice, qui ne se plaignait jamais de son traitement,
ni ne parlait en mal du duc, malgré toutes les raisons de le faire, qui portait sa souffrance avec une force tranquille qui lui avait valu le respect et l'affection de toute la maisonnée. Nathaniel écouta ces révélations avec une horreur croissante en réalisant qu'il avait passé 7 ans à refuser de voir une femme d'un caractère et d'une intelligence remarquables, s'était délibérément aveuglé à sa valeur, car le reconnaître aurait interféré avec sa colère vertueuse. Son besoin de faire payer quelqu'un pour les blessures que son orgueil avait subies. L'homme qu'il voyait se refléter dans ces vérités n'était pas le duc honorable qu'il s'était imaginé être, mais plutôt un tyran mesquin qui avait commis une profonde injustice contre une personne totalement innocente, et le poids de cette prise de conscience menaçait de l'écraser sous une culpabilité trop lourde à porter. La tempête arriva 3 jours après la demande d'annulation d'Eléanor, balayant le domaine avec la fureur d'une nature indifférente aux préoccupations humaines. Eléanor se promenait dans les jardins éloignés lorsque les premières gouttes tombèrent, cherchant du réconfort dans l'effort physique qui pourrait calmer le tumulte de son esprit. Mais la pluie tomba avec une violence soudaine, et elle fut trempée jusqu'aux os avant d'atteindre le manoir, sa robe fine collant à son corps alors qu'elle trébuchait par l'entrée des domestiques, frissonnante et pâle. Le soir, la fièvre s'installa avec la brutalité rapide qui suit parfois une telle exposition, son corps cédant à une maladie qui semblait presque une punition pour avoir osé aspirer à la liberté. Madame Davis la fit immédiatement déplacer dans une chambre d'amis, car les petits quartiers des domestiques n'avaient pas de cheminée adéquate pour une chambre de malade, et envoya un message au duc, comme l'exigeait le protocole, bien que personne ne s'attendît à ce qu'il se soucie de la femme qu'il avait exilée pendant 7 ans. Mais Nathaniel vint, attiré par quelque chose qu'il ne pouvait nommer, arrivant à la chambre d'amis pour trouver Éléanor délirante de fièvre. Sa peau brûlait sous sa paume lorsqu'il toucha son front avec une douceur qui surprit la femme de chambre présente. Il renvoya les domestiques avec une autorité tranquille, tira une chaise à son chevet et s'installa pour une veillée qui défiait toutes les règles de bienséance et de distance qu'il avait établies entre eux, la regardant s'agiter sans repos contre les oreillers, alors que la fièvre peignait ses joues d'une couleur contre nature et tirait de ses lèvres des fragments de rêves et de souvenirs murmurés qui le transperçaient comme des flèches visant sa conscience. « Si froid, murmura-t-elle, bien que le feu flambât et que des couvertures la couvrissent. Toujours si froid dans cette chambre, si petite, si seule. » Nathaniel sentit chaque mot comme une accusation, comprenant pour la première fois la réalité quotidienne de la punition qu'il avait infligée, la solitude de 7 années d'exil. Lorsque sa main s'agita aveuglément dans son délire, il la saisit sans réfléchir, la tint entre les siennes comme s'il pouvait l'ancrer à la conscience par le simple toucher. Elle s'agrippa à lui avec une force surprenante, ses doigts se refermant sur les siens, tandis qu'elle chuchotait « S'il vous plaît », avec un tel désespoir nu que son cœur se fendit sous le poids de toute la douleur qu'il avait causée à cette femme innocente qui n'avait jamais mérité sa cruauté, qui avait supporté 7 ans de souffrance avec une dignité qui faisait honte à sa vindicte. Il se surprit à murmurer des excuses qu'elle ne pouvait entendre, des promesses qu'il n'avait pas le droit de faire, son pouce caressant ses phalanges dans un geste de tendresse qu'il lui avait refusé tout au long de leur mariage. Philippe arriva le lendemain matin, le visage tiré par une inquiétude sincère en apprenant la maladie d'Éléanor. Il se rendit directement à la chambre d'amis pour trouver Nathaniel toujours là, mal rasé et épuisé par sa veillée nocturne, assis près du lit d'Éléanor, sa main toujours serrée dans la sienne. Il y avait quelque chose dans ce tableau, la posture protectrice du duc, la façon dont il regardait sa femme comme si elle était quelque chose de précieux qu'il venait de découvrir, qui fit hésiter Philippe sur le seuil. Lorsque la tête de Nathaniel se releva brusquement au son des pas,
L'expression sur son visage était d'une protectivité si féroce que Philippe la reconnut immédiatement comme la garde jalouse d'un homme qui a réalisé trop tard ce qu'il risque de perdre. Le vicomte sentit ses propres espoirs se dérober comme du sable sous ses pieds, en comprenant que quoi qu'il ait espéré offrir à Éléanore, le duc s'éveillait enfin pour la réclamer. « Comment va-t-elle » demanda Philippe doucement, et la réponse de Nathaniel fut rauque de manque de sommeil et d'émotion. « La fièvre est tombée il y a 1 heure, le médecin dit qu'elle se remettra. » Mais la façon dont il le dit, le soulagement qui inonda ses traits, parlait de quelque chose de bien plus profond qu'une simple inquiétude pour la santé d'une épouse. Philippe vit à ce moment-là le début d'une transformation qu'il avait espérée mais n'avait pas vraiment cru possible. Vit le duc de Grément découvrir l'amour pour la femme qu'il avait passé 7 ans à ignorer. Et bien que cela compliquât ses propres désirs, Philippe ne put s'empêcher de ressentir un espoir prudent pour Éléanore, que peut-être la rédemption était possible même pour ceux qui semblaient hors de sa portée. Éléanore se réveilla dans un état de faiblesse et de désorientation étrange qui suit la fièvre, son corps semblant aussi immatériel que des toiles d'araignée, son esprit luttant pour reconstituer des souvenirs fragmentés de chaleur, de froid et d'une main tenant la sienne à travers une obscurité qu'elle ne pouvait nommer. Lorsqu'elle demanda à la femme de chambre qui s'occupait d'elle depuis combien de temps elle était malade, la réponse vint avec des regards hésitants vers la porte. « 3 jours, milady, et le duc lui-même est resté à vos côtés pendant le pire, ne quittant jamais votre chevet jusqu'à ce que la fièvre tombe. » Éléanore absorba cette information avec une profonde confusion, car en 7 ans, Nathaniel n'avait jamais montré le moindre souci pour son bien-être, n'avait jamais recherché sa compagnie, ne l'avait jamais touchée, sauf ce bref instant où leurs mains s'étaient rencontrées lors de la cérémonie de mariage. L'idée qu'il veillerait à son chevet semblait si contraire à tout ce qu'elle savait de lui qu'elle se demanda si ce n'était pas simplement un rêve de fièvre, une hallucination née du délire et d'un désir désespéré. Mais les preuves s'accumulaient d'une manière qu'elle ne pouvait écarter. Les repas arrivaient de la propre cuisine du duc plutôt que de la nourriture des domestiques à laquelle elle était habituée. Des mets délicats choisis spécialement pour l'estomac sensible d'une convalescente. Madame Davis rapporta avec un espoir à peine dissimulé que sa grâce s'enquérait de sa santé toutes les quelques heures, avait ordonné que les meilleurs médecins soient appelés, avait donné l'ordre que rien ne soit épargné pour son confort et son rétablissement. Éléanore reposait, adossée à des oreillers dans la chambre d'amis, qui n'étaient toujours pas les appartements de la duchesse, mais qui étaient infiniment meilleurs que ces petits quartiers de domestiques, essayant de donner un sens à cette transformation qui semblait trop soudaine pour être digne de confiance, trop spectaculaire pour être autre chose qu'une aberration temporaire née de la culpabilité, de l'obligation ou d'une émotion qu'elle ne pouvait identifier. Elle ne le vit que de loin pendant ses premiers jours de convalescence, l'apercevant dans le couloir devant sa chambre ou l'observant depuis la fenêtre alors qu'il arpentait les jardins en contrebas avec l'énergie agitée d'un homme luttant contre des pensées qui ne lui laissaient aucune paix. Une fois, leurs regards se croisèrent sur la longueur du couloir et il s'arrêta net, sembla sur le point de s'approcher, puis se détourna comme s'il manquait de courage pour une rencontre directe. Éléanore sentit son cœur se tordre de quelque chose qui aurait pu être de la déception, bien qu'elle se dit fermement qu'elle n'avait aucun droit à de tels sentiments, aucune raison d'attendre quoi que ce soit d'un homme qui avait rendu son indifférence abondamment claire pendant 7 ans. Philippe lui rendait visite quotidiennement, apportant des livres, de la conversation et la chaleur facile qu'elle avait appris à chérir. C'est lors d'une de ces visites qu'il fit l'observation qui changea tout. « Il vous observe quand vous ne regardez pas, Éléanore, » dit Philippe doucement, ses yeux bleus doux de compréhension. « J'ai vu la façon dont le duc se positionne là où il peut vous apercevoir, la façon dont son attention vous suit même quand il prétend être occupé ailleurs.
Je pense que peut-être il y a plus dans son cœur que ce que vous avez été autorisé à voir, plus de sentiments qu'il ne s'est permis de reconnaître jusqu'à ce que la perspective de vous perdre rende impossible de l'ignorer plus longtemps. Eleanor resta très immobile, sa tasse de thé arrêtée à mi-chemin de ses lèvres, et sentit les fondations de sa certitude vaciller sous elle. Car les mots de Philippe donnaient forme à des observations qu'elle avait eu peur de croire, à des schémas qu'elle avait rejetés comme des vœux pieux ou des erreurs d'interprétation. Elle se retrouva prise entre l'élan vers la liberté, qui avait semblé si clair quelques jours auparavant, s'échapper de sa prison par l'annulation et une nouvelle vie avec un homme qui la valorisait, et cette étrange nouvelle possibilité que peut-être Nathaniel changeait, que peut-être la transformation qu'elle avait entrevue pendant sa maladie n'était pas temporaire, mais plutôt le début de quelque chose qu'elle avait passé 7 ans à croire impossible. Le conflit entre ces deux chemins la laissa suspendue dans l'incertitude, incapable de choisir entre la sécurité d'une gentillesse connue et l'espoir terrifiant que la rédemption puisse être possible même pour ceux qui semblaient hors de sa portée. Nathaniel trouva Éléanore dans le jardin 5 jours après le début de sa convalescence. Elle marchait lentement parmi les dernières roses qui s'accrochaient à la vie malgré l'approche de l'automne. Il avait répété ce qu'il dirait une centaine de fois pendant les nuits blanches depuis sa maladie, des mots qui semblaient inadéquats pour combler 7 années de cruauté, mais qui étaient tout ce qu'il avait à offrir. Lorsqu'elle se tourna au son de ses pas sur le chemin de gravier, il vit la méfiance dans ses yeux, la distance protectrice qu'elle maintenait, même si la bienséance l'obligeait à le saluer d'une révérence qui l'écarta d'une impatience inhabituelle. « Eleanor, commença-t-il, et son nom semblait étrange sur sa langue après des années à éviter son usage. « Je dois vous parler, si vous voulez bien m'accorder quelques instants de votre temps. » Elle acquiesça lentement, ses mains jointes devant elle dans cette posture de calme digne qu'il avait appris à reconnaître comme son armure contre le monde. Il lutta pour trouver les mots qui avaient semblé si clairs dans son esprit, mais qui s'éparpillaient maintenant comme des feuilles au vent face à la réalité de sa présence, à la preuve de tout ce qu'il avait fait pour diminuer cette femme qui se tenait devant lui avec une force tranquille malgré tout. « J'ai été cruel, » dit-il finalement. L'aveu lui coûta plus qu'il ne l'avait prévu, d'une cruauté inadmissible, impardonnable. « Je vous ai blâmé pour des péchés qui n'ont jamais été les vôtres. Je vous ai puni pour les transgressions de votre père, alors que vous n'étiez qu'une jeune fille innocente, prise dans des circonstances indépendantes de votre volonté. Je ne peux offrir aucune excuse qui justifierait ce que j'ai fait, aucune explication qui rendrait 7 années d'exil et d'humiliation acceptables. » Le visage d'Éléanore resta soigneusement neutre, mais il vit ses doigts se crisper l'un sur l'autre, vit le léger tremblement qui parcourut son corps, et il continua, car reculer maintenant serait de la lâcheté. « Votre père a conspiré avec mes ennemis, les a aidés à répandre des mensonges qui ont failli détruire la réputation de ma famille, la santé de ma mère, mais tante Béatrice avait raison. Vous étiez une enfant alors, innocente de tels complots. Et même si vous aviez su, même si vous aviez été complice, 7 ans de punition pour les crimes d'un autre, c'est monstrueux, et j'ai été un monstre pour vous, Éléanore, d'une manière qui me fait honte de le reconnaître. » Le silence s'étira entre eux, rempli du bruissement des roses mourantes et de l'appel lointain des oiseaux se préparant à la migration. Quand Éléanore parla enfin, sa voix était calme mais ferme, portant le poids de la douleur accumulée. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, et la simplicité de la question coupa plus profondément qu'une accusation. « Pourquoi, après 7 ans, à me traiter comme moins que la plus humble des servantes, découvrez-vous soudain une conscience? Est-ce parce que Lord Hartwig a montré de l'intérêt? Parce que j'ai osé demander la liberté?
parce que votre orgueil ne peut supporter l'idée de perdre une possession que vous n'avez jamais estimée? » Et Nathaniel sentit la justice de son scepticisme comme une lame entre ses côtes, comprenant que les mots seuls ne pouvaient guérir des blessures si profondes, que sa transformation, aussi authentique qu'elle lui parut, devait sembler une manipulation ou une aberration temporaire pour une femme qui avait enduré des années de son indifférence calculée. Il la regarda droit dans les yeux, lui permettant de voir l'angoisse sincère qu'il ressentait, le poids de la culpabilité qui était devenu insupportable. « Je ne peux pas effacer ces années, » dit-il, sa voix rauque d'une émotion qu'il n'essayait plus de cacher. « Je ne peux pas vous rendre la vie que vous auriez dû avoir, le respect et l'affection qui vous étaient dus en tant que ma femme. Mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'expier, si vous me le permettiez, Éléanore, si vous pouviez trouver en vous la force de m'accorder la chance de devenir le mari que j'aurais dû être depuis le début. » Et même en parlant, il savait la présomption d'une telle demande, savait qu'il n'avait aucun droit de lui demander quoi que ce soit après ce qu'il avait fait. Mais l'espoir, désespéré et douloureux, avait pris racine dans sa poitrine pendant ces heures à son chevet, et il ne pouvait l'abandonner sans au moins essayer de combler le gouffre que sa cruauté avait créé. Éléanore le regarda longuement, ses yeux gris cherchant dans son visage la vérité ou la tromperie, et quand elle parla, son honnêteté fut absolue. Sans faille dans son évaluation des dommages entre eux. « Je ne sais pas si je peux pardonner ce que vous avez fait, Nathaniel, » dit-elle, utilisant son prénom pour peut-être la première fois de leur mariage. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, ou si ces gestes de gentillesse sont une transformation sincère, ou simplement une culpabilité passagère qui s'estompera une fois que vous aurez le sentiment d'en avoir assez fait pour vous absoudre. Et je suis fatigué, si fatigué, d'espérer des choses qui n'arrivent jamais, de croire en des possibilités qui se révèlent être des illusions. » Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, révélant la profondeur de son épuisement. Nathaniel comprit qu'il lui demandait de risquer à nouveau son cœur, après avoir passé 7 ans à lui apprendre qu'un tel risque ne menait qu'à la douleur, lui demandant de croire au changement, alors que toute son expérience lui disait que les gens restaient ce qu'ils étaient. L'ampleur de ce qu'il avait détruit et de ce qu'il espérait reconstruire s'abattit sur lui comme un poids physique, alors qu'il acquiesçait lentement, acceptant son doute comme la juste conséquence de ses actions. Il savait que gagner sa confiance exigerait plus que des mots ou des gestes, exigerait une preuve constante au fil du temps que sa transformation était réelle et durable, et il était prêt à passer toutes les années qui lui restaient à fournir cette preuve, si seulement elle voulait bien lui accorder cette chance. La cour commença si petitement qu'Éléanore faillit ne pas en remarquer l'importance. Un matin, en se réveillant, elle trouva un volume de poésie sur la table à côté de son lit étroit dans les quartiers des domestiques, Wordsworth, qu'elle avait mentionné en passant lors d'une de leurs conversations guindées. Bien qu'aucune carte n'accompagnât le cadeau, elle en connaissait la source par le soin délibéré avec lequel il avait été choisi, la reliure coûteuse qui témoignait d'une attention portée à des détails qu'elle n'avait pas réalisé qu'il remarquait. Elle passa ses doigts sur la couverture en cuir avec un sentiment entre l'espoir et la peur, comprenant qu'accepter cette offrande signifiait reconnaître la possibilité d'un changement, signifiait ouvrir une porte qu'elle avait fermement maintenue close pendant 7 ans. Les invitations vinrent ensuite, livrées formellement par Madame Davis, bien que Nathaniel lui-même fût souvent à proximité lorsqu'elles arrivaient, sa présence dans les couloirs et les embrasures de portes suggérant qu'il manquait de courage pour une approche directe, mais ne pouvait rester éloigné. Lady Eleanor ferait-elle au duc l'honneur de se joindre à lui pour le petit déjeuner, pour une promenade dans les jardins, pour le thé dans la bibliothèque où ils pourraient discuter des textes de philosophie qu'elle affectionnait? Chaque invitation était formulée avec un respect si prudent, une telle conscience de son droit de refuser,
qu'Éléanore sentit ses défenses s'éroder progressivement, malgré sa détermination à maintenir une distance protectrice. Elle accepta prudemment au début, s'armant contre la déception ou la découverte que sa transformation n'était qu'une performance temporaire plutôt qu'un changement sincère. Mais l'homme qui la rencontrait à la table du petit déjeuner ressemblait peu à l'étranger froid qui avait ignoré son existence pendant 7 ans. Nathaniel lui demandait son avis sur les affaires du domaine, écoutait avec un intérêt apparemment sincère lorsqu'elle parlait des livres qu'elle avait lus ou des pensées qu'elle avait développées pendant de longues heures solitaires. Et bien qu'une gêne persistât entre eux comme un brouillard matinal, elle entrevit sous celui-ci quelqu'un qui semblait essayer sincèrement de connaître la femme qu'il avait refusé de voir, et cette découverte la troubla d'une manière qu'elle ne pouvait entièrement nommer. Les domestiques chuchotaient avec espoir au fil des semaines et des invitations, alors qu'on voyait Éléanore plus fréquemment en compagnie du duc, que l'attention de Nathaniel pour sa femme devenait évidente pour quiconque les observait. Madame Davis rapporta avec une satisfaction à peine dissimulée que sa grâce avait ordonné que des fleurs soient placées dans la chambre d'Éléanore chaque matin, avait demandé à la cuisine de préparer des plats qu'il avait appris d'une manière ou d'une autre être ses favoris, avait posé des questions détaillées sur sa routine quotidienne, comme s'il construisait une carte de son existence qu'il aurait dû connaître il y a 7 ans. Éléanore absorba ces petites preuves d'attention avec un émerveillement prudent, craignant de leur faire entièrement confiance, mais incapable de nier leurs poids accumulés. Philippe remarqua le changement lors d'une de ses dernières visites, avant de partir pour ses propres domaines, ses yeux bleus doux de compréhension, en observant Éléanore et Nathaniel ensemble dans le salon, la façon dont le duc se positionnait près de sa femme sans l'envahir, la façon dont la posture d'Éléanore s'était légèrement détendue de sa tension défensive habituelle. Lorsque Philippe demanda un mot en privé avant son départ, Éléanore sut ce qu'il dirait avant qu'il ne parle. « Je vois le lien se former entre vous, » dit Philippe doucement, alors qu'il parcourait le sentier du jardin une dernière fois. « Et bien que mon offre tienne toujours si vous en aviez besoin, je pense que peut-être votre bonheur ne réside pas dans la fuite, mais dans la possibilité de la rédemption. En permettant à votre mari de devenir ce qu'il aurait dû être depuis le début. » Éléanore sentit les larmes lui piquer les yeux devant sa gentillesse, sa volonté de la libérer de la sécurité qu'il représentait. Lorsqu'elle le remercia pour tout ce qu'il lui avait offert, amitié, respect, et le miroir qui lui avait montré qu'elle méritait mieux que ce qu'elle avait accepté, il sourit et dit simplement « Choisissez le bonheur, Éléanore, où que vous le trouviez, et ne laissez pas la peur de la douleur passée vous empêcher d'embrasser la joie future. » Sa bénédiction se posa sur elle comme une absolution, alors qu'elle le regardait s'éloigner à cheval, comprenant qu'elle se trouvait maintenant à un carrefour entre la vengeance du départ et le risque du pardon, entre la femme qu'elle avait été forcée de devenir et la femme qu'elle pourrait encore être si elle trouvait le courage de croire que les gens pouvaient changer, que cette année de cruauté pourrait être suivie de quelque chose de meilleur, si seulement elle accordait cette possibilité. Et lorsque Nathaniel apparut dans le jardin, cherchant sa compagnie avec cette expression d'incertitude pleine d'espoir qu'elle avait appris à reconnaître, Éléanore fit le premier choix hésitant vers un avenir qu'elle avait cessé de s'autoriser à imaginer, et accepta sa main tendue. Les mois qui suivirent le départ de Philippe se déroulèrent comme le réchauffement progressif de la terre après un long hiver, imperceptible au début, dans les moments individuels, mais indéniable dans leur effet cumulé. Éléanore se retrouva entraînée dans un rythme de journée qui ne ressemblait en rien aux 7 années d'exil qui les avaient précédées. Des matinées qui commençaient par un petit déjeuner partagé dans la salle à manger ensoleillée, où Nathaniel lui demandait son avis sur les affaires du domaine avec un intérêt sincère, des après-midi passés à arpenter les terres tout en discutant de philosophie et de littérature, des soirées dans la bibliothèque où un silence confortable avait remplacé la distance gênante,
et où elle pouvait sentir ses yeux sur elle pendant qu'elle lisait, l'observant avec une intensité qui la rendait consciente de lui d'une manière qu'elle ne s'était jamais permise auparavant. Elle l'apprit lentement, cet homme qui était techniquement son mari, mais qui ressemblait à un étranger qu'elle rencontrait pour la première fois. Elle découvrit que sous l'extérieur froid qu'il avait maintenu pendant 7 ans vivait quelqu'un de bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé, blessé par la quasi-destruction de sa famille aux mains de son père, oui, mais aussi capable d'un humour inattendu, doté d'une intelligence vive qui égalait la sienne, étonnamment cultivée dans des sujets qu'elle pensait être la seule à apprécier. Elle le regarda lutter avec le poids de sa culpabilité, vit comment il se surprenait parfois à la regarder avec un tel regret que c'était presque douloureux à voir, et peu à peu, elle commença à comprendre que sa transformation n'était pas une performance, mais une véritable prise de conscience de l'homme qu'il avait été et de l'homme qu'il souhaitait devenir. Nathaniel, de son côté, tomba amoureux de sa femme au cours de ces mois de cour prudente. Bien que la prise de conscience ne vint pas comme une révélation soudaine, mais comme une certitude progressive qui se construisit à chaque conversation, chaque rire partagé, chaque moment où le calme soigneusement entretenu d'Éléanore se fissurait assez pour lui laisser entrevoir la femme en dessous, brillante, résiliente, et dotée d'une grâce qui l'humiliait quand il pensait à tout ce qu'elle avait enduré de sa part. Il se mit à répertorier des détails sur elle qu'il aurait dû connaître des années auparavant. La façon dont elle glissait ses cheveux derrière son oreille lorsqu'elle se concentrait sur un texte difficile, comment ses yeux s'illuminaient d'une passion sincère lorsqu'elle discutait d'idées qui engageaient son esprit, le sourire rare qui transformait tout son visage et le faisait souffrir en réalisant à quel point il lui avait rarement donné de raison d'afficher une telle expression. Le désir grandit parallèlement à l'affection, une conscience physique qui le rendait attentif à chaque effleurement accidentel de leurs mains, à chaque moment où la proximité lui permettait de sentir le parfum de lavande qu'elle préférait, à chaque fois que ses lèvres bougeaient pour prononcer des mots et qu'il se demandait ce qu'elle ressentirait contre les siennes. La tension entre eux monta comme un orage d'été se formant à l'horizon, électrique et inévitable, se manifestant par des regards prolongés et des conversations qui s'étiraient tard dans la soirée, par la façon dont Nathaniel trouvait des excuses pour être près d'elle et dont Éléanore ne se retirait plus immédiatement de sa présence, par les moments où ils se tenaient proches pour examiner un livre ou une carte, et où aucun ne s'éloignait malgré ce que suggéraient les convenances. Les domestiques chuchotaient que le duc et la duchesse devenaient enfin ce qu'ils auraient dû être depuis le début, que l'amour grandissait là où seule la froideur avait existé. Mais chaque nuit, Éléanore retournait dans sa petite chambre des quartiers des domestiques. Et bien que ni l'un ni l'autre n'en parlât directement, cette chambre dépouillée avec son lit étroit se dressait comme le symbole de tout ce qui restait non résolu entre eux, les années qui ne pouvaient être effacées. La question de savoir si le pardon pouvait vraiment combler une si grande distance. Éléanore restait éveillée dans cette chambre qui avait été sa prison et son refuge, touchant ses lèvres là où elle s'était surprise à imaginer son baiser, pressant sa main sur son cœur qui battait plus vite maintenant en sa présence, se demandant si elle osait croire que le bonheur grandissant entre eux pourrait se révéler plus durable que la douleur qui l'avait précédé. Pendant ce temps, dans ses appartements, Nathaniel arpentait la pièce, planifiait et se promettait patience, même si le désir le consumait, sachant que la confiance d'Éléanore devait être gagnée par une preuve constante au fil du temps, que la brusquerie risquerait de détruire le lien fragile qu'ils avaient construit. Mais espérant néanmoins que le jour viendrait où la barrière de cette petite chambre tomberait enfin et où elle prendrait sa place légitime, non seulement en tant que duchesse de nom, mais en tant que sa femme en vérité, sa partenaire, sa bien-aimée, la femme qu'il avait si complètement déçue, mais qu'il passerait chaque jour restant de sa vie à chérir, si seulement
elle voulait bien lui accorder cette précieuse chance. La crise arriva avec les pluies d'automne, portées par des langues malveillantes depuis Londres, où Lord Edmund Carstairs, un des anciens associés de son père et un homme qui avait profité du complot qui avait failli détruire le nom des Ashworth, commença à répandre des rumeurs sur l'arrangement particulier au manoir de Greymont. Des chuchotements qui atteignirent les salons de la société comme un poison s'infiltrant par les fissures, suggérant que le duc gardait sa femme dans les quartiers des domestiques parce qu'elle était folle, malade ou moralement déficiente. Des insinuations selon lesquelles les péchés de son père allaient peut-être plus loin que la simple trahison financière, que peut-être Éléanore elle-même avait été complice de complots qui justifiaient une punition aussi inhabituelle. Et bien que les commérages fussent manifestement motivés par le désir de Carstairs de détourner l'attention de son propre rôle dans des scandales passés, ils prirent de l'ampleur parmi ceux qui trouvaient le traitement de sa femme par le duc curieux et étaient avides d'explications qui satisfaisaient leur appétit pour le drame. Les rumeurs parvinrent à Nathaniel lors d'une réunion avec son intendant, transmise par un monsieur Pemberton plein d'excuses, qui estimait que sa grâce devait savoir ce qui se disait. Nathaniel sentit la fureur monter en lui comme une crue, non pas pour l'insulte à son propre nom, mais pour la cruauté des attaques visant Éléanore qui avait enduré assez d'humiliations sans que la société n'ajoute à ses fardeaux. Il comprit avec une clarté soudaine que ces mois de cour patiente ne signifiaient rien s'il ne la revendiquait pas publiquement, s'il permettait au monde de continuer à croire qu'elle méritait l'exil qu'il lui avait imposé. Il prit sa décision avec la même certitude décisive qui avait autrefois caractérisé sa cruauté, mais qui le poussait maintenant vers la rédemption. Il trouva Éléanore dans la salle du matin avec Lady Béatrice, le visage pâle alors qu'elle lisait une lettre arrivée d'une ancienne amie, l'une des rares à avoir maintenu le contact pendant ces années d'isolement, l'avertissant des commérages qui se propageaient à Londres. Lorsque Nathaniel entra, elle leva les yeux avec une telle résignation, comme si elle s'était attendue à ce coup final, comme si le scandale n'était que la conclusion naturelle de 7 années de dégradation, que son cœur se serra de rage contre tous ceux qui l'avaient blessé, lui-même le plus de tous. « Nous allons à Londres », annonça-t-il sans préambule, sa voix portant l'autorité qui avait intimidé des hommes moindres, mais qui l'adoucit lorsqu'il s'adressa directement à Éléanore. « Je ne laisserai pas ces mensonges perdurer, et je ne vous demanderai pas d'endurer d'autres insultes en silence. » Et bien qu'Éléanore commençât à protester que partir ne ferait qu'alimenter les spéculations, qu'il valait peut-être mieux rester tranquille jusqu'à ce que les commérages s'apaisent, Nathaniel secoua la tête avec une détermination féroce et prononça des mots qu'il aurait dû dire 7 ans plus tôt. « Vous êtes la duchesse de Greymont, et il est grand temps que la société comprenne ce que cela signifie. » Le voyage à Londres fut accompli rapidement, et Nathaniel organisa un bal à Ashworth House avec une telle célérité que le tout Londres eut à peine le temps de s'étonner avant que les invitations n'arrivent, commandant leur présence. Le soir de l'événement, Éléanore se tenait aux côtés de son mari dans la ligne de réception pour la première fois de leur mariage, vêtue d'une soie saphir que Nathaniel avait commandée pour elle, portant les diamants Ashworth qui lui revenaient de droit en tant que duchesse. Lorsque Lord Carstairs arriva avec sa femme, incapable de refuser l'invitation du duc sans admettre sa culpabilité, l'accueil de Nathaniel fut froidement courtois jusqu'au moment de son discours préparé. Devant les invités assemblés, la main d'Éléanore fermement serrée dans la sienne, Nathaniel parla d'une voix qui porta jusqu'aux 4 coins de la salle de bal. « Lady Eleanor est la duchesse de Greymont, une femme au caractère impeccable qui a été gravement lésée, par moi avant tout, et je le dis publiquement pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Toute insulte à son égard est une insulte à mon égard.
Toute atteinte à son nom sera traitée comme si elle était dirigée contre mon propre honneur. Et si Lord Carstairs ou quiconque suggère que ma femme mérite moins que le plus grand respect, ils devront me répondre de la manière que je jugerai appropriée. » La menace dans ces mots était sans équivoque, la promesse d'une destruction sociale ou pire planant dans l'air comme une épée prête à tomber. Eleanor sentit les larmes lui piquer les yeux alors que la société assistait à ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Nathaniel la revendiquant publiquement, la défendant avec acharnement, indiquant clairement qu'elle n'était pas simplement tolérée, mais chérie. Lorsqu'il se tourna vers elle par la suite, avec une tendre sollicitude, lui demandant en privé si sa déclaration l'avait embarrassée ou si elle aurait préféré qu'il gère l'affaire différemment, elle comprit pleinement que l'homme devant elle ne ressemblait presque en rien à celui qui l'avait condamné à l'exil 7 ans auparavant, et les derniers murs défensifs autour de son cœur commencèrent leur longue et lente désintégration. Ils retournèrent au manoir de Greymount 3 jours après le bal, et le voyage se passa en conversation allant d'observations légères sur la société londonienne à des discussions plus profondes sur ce que l'avenir pourrait leur réserver. Eleanor sentit quelque chose changer en elle, un relâchement des liens qu'elle avait enroulés autour de son cœur pour se protéger pendant 7 ans de solitude. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, les domestiques les accueillirent avec une chaleur sincère qui reconnaissait ce que tout le monde avait vu. La revendication publique de sa femme par le duc avait tout changé, avait transformé la position d'Éléanore de présence tolérée à duchesse honorée. Elle passa le reste de la journée dans un état de joie prudente, partageant le dîner avec Nathaniel, où ils rirent de l'expression choquée de Lady Pemberton lorsque le duc avait si complètement snobé Lord Carstairs, discutant de plans pour améliorer les cottages des tenanciers du domaine, parlant comme des partenaires plutôt que comme des étrangers. Le soir venu, Éléanore fut réticente à mettre fin à la journée, souhaitant pouvoir préserver ce bonheur fragile qui semblait si nouveau et précieux. Mais l'habitude et des années de routine la ramenèrent finalement vers l'aile des domestiques, vers la petite chambre nue qui avait été son refuge et sa prison. En montant le petit escalier de service, elle sentit le poids du symbolisme peser sur ses épaules. Cette chambre représentait tout ce que Nathaniel lui avait fait, chaque humiliation et abandon, la manifestation physique de 7 années passées en tant que fantôme plutôt qu'en tant qu'épouse. Lorsqu'elle ouvrit la porte et vit le lit étroit, la simple table de toilette, les quelques maigres possessions qu'on lui avait permis de garder, quelque chose se brisa en elle. Elle s'affaissa sur le mince matelas et pleura comme elle ne s'était pas permis de le faire pendant toutes ces années, pleura pour la jeune fille de 17 ans qui était arrivée avec de stupides espoirs de gagner l'affection de son mari, pour les innombrables nuits passées seule dans cet espace lugubre, pendant que Nathaniel dormait dans les appartements ducaux où elle n'avait jamais été invitée à entrer, pour tous les moments de cruauté désinvolte et d'indifférence étudiée, pour la femme qu'elle aurait pu devenir si on lui avait donné la chance de s'épanouir au lieu de simplement survivre. Ses larmes vinrent en grands sanglots, secouant tout son corps, car le triomphe de la journée avait en quelque sorte rendu la douleur du passé plus aiguë plutôt que moindre, avait souligné le contraste entre ce qui était et ce qui aurait pu être. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, ni ne remarqua la présence de Nathaniel jusqu'à ce qu'il prononce son nom avec une telle angoisse qu'elle leva les yeux, à travers une vision brouillée par les larmes, pour le trouver debout sur le seuil, le visage frappé d'horreur en découvrant la chambre nue à laquelle il l'avait consignée, le lit étroit où elle avait passé 7 ans de nuit, la réalité crue de ce qu'il avait fait rendu indéniable par sa présence physique dans cet espace. Nathaniel était venu chercher Éléanore pour continuer leur conversation précédente sur les rénovations de la maison de Londres, avait monté l'escalier des domestiques pour la première fois de sa vie. La voir pleurer dans cette chambre, cette terrible petite chambre
qui était tout ce qu'il lui avait permis pendant 7 ans, détruisit quelque chose de fondamental en lui, brisa les dernières défenses qu'il avait maintenues contre le poids total de sa cruauté. Il traversa le petit espace en 2 enjambées et tomba à genoux devant elle, ses propres larmes coulant librement alors qu'il saisissait ses mains et disait d'une voix brisée « Pardonne-moi, Éléonore, que Dieu me pardonne pour ce que je t'ai fait. » Son chagrin était si brut, si sincère dans sa dévastation, qu'Éléonore se surprit à tendre la main pour toucher son visage, même à travers ses propres larmes. Ils s'agenouillèrent ensemble dans cette chambre nue, pleurant toutes les années perdues, le mariage qui aurait dû être, la souffrance qui ne pourrait jamais être effacée, mais qui pourrait enfin, commencer à guérir. Ils restèrent sur le sol de cette petite chambre pendant ce qui aurait pu être des minutes ou des heures, le temps perdant son sens sous le poids d'un chagrin partagé et d'un pardon hésitant. Finalement, Nathaniel se releva et aida Éléonore à se mettre debout. Il regarda autour de la chambre nue avec une telle révulsion, non pas pour l'espace lui-même, mais pour ce qu'il représentait, pour sa propre cruauté manifestée en plâtre et en bois, qu'Éléonore le vit prendre une décision, vit la détermination s'installer sur ses traits comme une armure qu'on revêt pour la bataille. Il dit doucement, mais avec une certitude absolue, « Vous ne passerez plus jamais une nuit dans cette chambre, Éléonore, je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré. » Et bien qu'elle commençât à protester par habitude, par 7 ans de déférence apprise, il secoua la tête, prit ses mains dans les siennes, avec une douceur qui la surprenait encore, et dit « Plus d'exil, plus de punition pour des crimes que vous n'avez jamais commis, plus question de laisser mon orgueil et ma colère dicter votre souffrance. Vous êtes ma femme, et demain à midi, lorsque toute la maisonnée pourra en être témoin, je vous porterai de cet endroit jusqu'aux appartements qui auraient dû être les vôtres depuis le début. » Éléonore sentit son souffle se couper devant le symbolisme d'un acte aussi public, comprenant que Nathaniel n'offrait pas seulement de nouveaux quartiers, mais une restauration complète de sa position, une déclaration devant les domestiques, et Dieu que leur mariage recommencerait à neuf. La matinée suivante se passa dans une étrange suspension de la routine normale, alors que la nouvelle se répandait dans le manoir que quelque chose d'important allait se produire. Les domestiques se rassemblèrent dans les couloirs et les embrasures de portes, avec une curiosité à peine dissimulée. Éléonore s'habilla d'une des nouvelles robes que Nathaniel avait commandées pour elle, une soie rose foncée qui faisait resplendir sa peau et briller ses yeux. Lorsque l'horloge du grand hall sonna midi, elle se tenait sur le seuil de la petite chambre qui avait été sa prison, son cœur battant si vite qu'elle crut qu'il pourrait s'échapper de sa poitrine. Puis Nathaniel fut là, habillé formellement comme pour une cérémonie, et sans un mot, il la souleva dans ses bras, avec une force qui lui rappela qu'il n'était pas un invalide vieillissant, mais un homme dans la force de l'âge. Il la porta le long du petit escalier des domestiques, tandis que le personnel de la maison bordait le chemin. Madame Davies pleurait ouvertement, et la jeune Mary, la femme de chambre, pressait ses mains sur son cœur. Lorsqu'ils atteignirent les étages principaux où les portraits de famille les regardaient depuis les murs lambrissés, la voix de Nathaniel retentit clairement. « Ma femme a sa place ici, à mes côtés, à la place d'honneur qu'elle aurait dû occuper il y a 7 ans, et que personne dans cette maison ou au-delà ne remette jamais en question sa position. » Les larmes d'Éléonore coulèrent librement alors qu'il la portait à travers les couloirs qu'elle avait parcourus en fantôme, devant les pièces où il lui avait été interdit d'entrer autrement que comme une ombre passagère, jusqu'à ce qu'ils atteignent les appartements de la duchesse, attenants aux siens, des pièces qu'elle n'avait vues qu'une fois le jour de son mariage, avant d'être renvoyée dans les quartiers des domestiques. Lorsque Nathaniel la déposa doucement sur ses pieds et qu'elle regarda autour d'elle, elle eut le souffle coupé par ce qu'elle vit. Les appartements
avait été transformé en un espace qui témoignait d'une attention particulière à ses préférences, des étagères remplies de livres de philosophie et d'histoire qu'il avait remarqué qu'elle lisait, un bureau placé pour capter la lumière du matin, car elle avait mentionné un jour qu'elle réfléchissait mieux aux premières heures, des peintures de paysages plutôt que des portraits formels, car il avait observé qu'elle s'arrêtait devant des scènes de campagne dans la galerie, des fleurs fraîches dans des tons de crème et de lavande qu'il avait appris être ses préférés. Chaque détail proclamait qu'il avait été attentif pendant leurs mois de cour hésitante, qu'il avait appris qui elle était et ce qui lui apportait de la joie. Lorsqu'elle se tourna vers lui avec de l'émerveillement dans les yeux, Nathaniel dit doucement : « Je ne peux pas vous rendre les 7 années que je vous ai volées, Éléanore, mais je peux vous offrir chaque jour qui nous reste, si vous voulez bien de moi, non pas en tant que l'étranger cruel qui a fait de vous sa prisonnière, mais en tant que l'homme qui vous aime plus qu'il ne se croyait capable d'aimer quiconque, et qui passera sa vie à se montrer digne de la grâce que vous avez montrée en ne me détruisant pas pour ce que j'ai fait. » Éléanore traversa la belle pièce pour se tenir devant son mari, cet homme complexe qui l'avait si profondément blessée, mais qui se battait si fort pour guérir ce qui l'avait brisé. Elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa pour la première fois de leur mariage de 7 ans, un baiser qui avait le goût salé des larmes, de la possibilité et de l'espoir fragile que les choses brisées puissent être réparées par la patience et une véritable transformation. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Nathaniel posa son front contre le sien et murmura : « Merci de m'avoir donné une seconde chance que je ne mérite pas. » Éléanore répondit avec une sagesse durement acquise : « Peut-être méritons-nous tous les deux la chance de recommencer. » Et dans les appartements de la duchesse qu'elle avait enfin été autorisée à réclamer, ils commencèrent la véritable intimité du mariage, pas seulement l'union physique, bien que cela viendrait avec le temps, mais l'intimité plus profonde de 2 âmes, choisissant de se faire confiance, malgré la douleur et la trahison, choisissant de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été. Dehors, le soleil d'automne était à son zénith, marquant le moment où l'exil d'Éléanore prenait fin et où sa vie, en tant que véritable épouse de Nathaniel, commençait enfin. 3 années passèrent comme le tournant des saisons, et le manoir de Greymount se transforma d'un lieu d'ombres et de silence en un foyer rempli de rires et de lumière. Par un après-midi doré de fin d'été, Éléanore se tenait à la fenêtre des appartements de la duchesse, regardant ses enfants jouer dans les jardins en contrebas. La petite Catherine, avec les cheveux sombres de son père, poursuivant son jeune frère Thomas à travers la pelouse, tandis que Nathaniel suivait derrière avec une lenteur exagérée pour leur donner le frisson de l'évasion. La main d'Éléanore reposait sur le léger gonflement de son ventre où un 3e enfant grandissait, et elle s'émerveillait de la plénitude d'une vie qu'elle avait autrefois crue impossible, d'un bonheur gagné par la patience et le courage de pardonner ce qui avait semblé impardonnable. La petite chambre dans les quartiers des domestiques restait exactement comme elle avait été en ce jour transformateur 3 ans auparavant, conservée par un accord mutuel et tacite comme un rappel de ce à quoi ressemblait la cruauté, de ce que l'on ressentait en souffrant, de ce qui ne devait plus jamais se produire. Parfois, Éléanore passait devant et sentait le fantôme de la femme qu'elle avait été frôler sa conscience, et au lieu de la douleur, elle ressentait de la gratitude pour la force que la souffrance avait forgée en elle, pour la sagesse de reconnaître une véritable transformation lorsqu'elle en était témoin. Nathaniel avait prouvé son changement non seulement par de grands gestes, mais par 3 années de dévouement constant, par la patience lorsqu'elle se réveillait de cauchemars d'exil, par la compréhension lorsque de vieilles blessures se rouvraient parfois, par son engagement absolu à l'honorer comme sa véritable épouse et partenaire en toutes choses. Elle entendit ses pas dans le couloir et se tourna alors qu'il entrait dans leurs appartements, légèrement décoiffé après avoir joué avec les enfants,
son visage illuminé par la joie qui avait remplacé la froide dureté dont elle se souvenait des premières années. Il s'approcha d'elle et l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule alors qu'ils regardaient ensemble leurs enfants. Il dit doucement, comme il le faisait souvent, « Merci de m'avoir donné une seconde chance, Eleanor, de ne pas m'avoir condamné à l'enfer que je méritais pour ce que je t'ai fait. » Elle se tourna dans ses bras, toucha son visage avec la tendresse d'un amour durement gagné et répondit, comme elle le faisait toujours, « Merci d'être devenu l'homme digne de cette chance, d'avoir prouvé que les gens peuvent changer s'ils le souhaitent vraiment, de m'avoir donné la vie dont je rêvais en tant que cette jeune fille sotte de 17 ans. » Ils s'embrassèrent avec la profondeur d'une intimité née de l'épreuve du feu traversée ensemble et de laquelle ils étaient sortis transformés. Plus tard, lorsque les enfants furent endormis et que le manoir s'installa dans un calme paisible, ils reposèrent ensemble dans le grand lit qui était enfin devenu le leur dans tous les sens du terme. Nathaniel serra Éléanore contre lui et s'émerveilla à voix haute de la grâce dont elle avait fait preuve en lui pardonnant. Elle sourit dans l'obscurité et pensa au voyage qui les avait menés jusqu'ici, à travers la cruauté et l'exil, la jalousie et la maladie, une cour hésitante et une confiance durement gagnée, des gestes symboliques comme être portés à midi des quartiers des domestiques aux appartements de la duchesse, à travers 3 années de reconstruction patiente. Elle comprit que certaines transformations nécessitaient du temps et de la souffrance pour être accomplies, que la rédemption n'était pas accordée, mais méritée par un comportement changé et constant, que le pardon n'était pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Cher auditeur, peut-être avez-vous connu la douleur d'être rejeté par quelqu'un qui aurait dû vous chérir, ou peut-être avez-vous été celui qui a infligé de telles blessures et cherchez maintenant la rédemption. Sachez que la transformation est possible, tant pour le blessé que pour celui qui blesse, que la patience peut guérir ce qui semblait définitivement brisé, que les secondes chances données et reçues avec une foi sincère peuvent créer de la beauté à partir des cendres, le courage de pardonner l'apparemment impardonnable ou de chercher le pardon pour l'inexcusable requiert une force incommensurable, mais offre des récompenses au-delà de l'imagination. Si vous vous trouvez dans la position d'Éléanore, souvenez-vous que vous méritez d'être valorisé et honoré. Et si vous vous trouvez dans la position de Nathaniel, sachez qu'un changement sincère, démontré par des années d'action constante, peut gagner ce que de simples mots ne pourraient jamais obtenir. Puissiez-vous trouver la sagesse de savoir quand une transformation est réelle et quand elle n'est que performance, la force de vous protéger de ceux qui vous blesseraient à plusieurs reprises, et la grâce de pardonner à ceux qui prouvent, par le temps et les actes, qu'ils ont vraiment changé. Et que vos nuits soient paisibles et votre repos doux. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Compter pour dormir. Si elle a touché votre cœur, veuillez aimer et vous abonner pour plus de récits de transformation, de rédemption et du pouvoir durable de l'amour à guérir même les blessures les plus profondes.